8h36, notre invité ce matin, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier matin, à cette place, s'était installé Nicolas Hulot. Vous avez peut-être regardé ce moment très fort. Gérard Collomb, est-ce qu'ensuite, en Conseil des ministres, il s'est exprimé? Est-ce que vous avez parlé de ce qui lui arrivait? Non, il ne s'est pas exprimé. Le président de la République a commencé son propos en disant qu'il comprenait que c'était des moments difficiles, qu'il devait tenir dans ces moments-là. Il y avait beaucoup d'émotions. Mais Nicolas Hulot n'a pas parlé. Il a traité les dossiers qu'il avait à traiter dans le Conseil des ministres de manière digne. Mais on voyait évidemment qu'il était très, très affecté. Le président de la République lui a apporté son soutien au Conseil des ministres, clairement devant tous les autres ministres. Oui, il lui a dit qu'il fallait tenir, qu'il comprenait que c'était des moments extrêmement difficiles, mais que voilà, s'il n'était pas attaqué lui personnellement, que beaucoup d'autres seraient attaqués, et donc d'une certaine manière, c'était les uns et les autres qui se trouvaient sur la critique d'un certain nombre d'accusations qui n'étaient pas toujours fondées. Bien, Gérard Collomb, nous allons parler de la police de sécurité du quotidien, mais auparavant, je voudrais commencer avec la route. 80 km/h sur 400 000 km de route nationale. Ça gronde partout en France. Et vous le savez, vous êtes élu territorial, vous connaissez la France. Ça gronde. Est-ce que vous allez suspendre cette mesure ? Vous savez, c'est le Premier ministre qui peut suspendre la mesure. Oui. Bon, c'est vrai que vous l'approuvez cette mesure ou pas? Les gens complètement, ne comprennent franchement. pas. Si vous me dites, moi j'ai un devoir de réserve, j'approuve toujours les mesures du gouvernement. Et donc, je les défends. Vous êtes un indépendant. Oui, je suis un indépendant. Je suis membre d'une équipe. Donc, c'est vrai que... Elle ne vous plaît pas, cette mesure, Gérard Collomb. Mais franchement. c'est vrai qu'on aurait pu regarder quelles étaient les tranches les plus accidentogènes. En même temps, je comprends la volonté de réduire le nombre de morts. Vous voyez, après des années où on avait réduit l'accidentologie, elle a réaugmenté au cours des 2 dernières années. Donc je comprends qu'on cherche les mesures qui permettent évidemment d'éviter qu'il y ait un certain nombre de morts, de blessés. Quand on voit des jeunes dans des centres de rééducation, on dit quel gâchis. C'est une chose, Gérard Collomb, mais qu'on trouve est autre chose. Qu'on trouve la bonne mesure, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous. Il y en a quelques-unes qui sont excellentes, par exemple, qui vont se faire dans l'avenir. Vous allez devoir souffler dans votre voiture, vous aurez un éthylotest, et si vous êtes alcoolisé, elle ne démarrera pas. Ça, c'est, me semble-t-il, une bonne mesure. Oui. 80 km/h, c'est pas certain que ce soit une bonne mesure. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le pensez. Non, vous avez la différence. C'est moi qui le dis, c'est vous qui le pensez. Non, vous pensez la même chose que moi. Mais j'en suis... Vous voulez que je vous dise? J'en suis persuadé. Bon. J'en suis persuadé. Alors, je vais vous poser une autre question sur les radars embarqués. Oui. Est-ce qu'ils vont être généralisés? Alors, nous avons une expérience en Normandie. Les radars embarqués, c'est au départ, nous avions donc 2 gendarmes ou 2 policiers qui conduisaient une voiture, et donc leur rôle était mineur. Quand on parle de la police de sécurité du quotidien, comme vous le savez, ça vise à remettre un certain nombre d'agents plutôt dans la rue, dans les campagnes, au contact des populations. Si quelqu'un peut effectivement conduire sans être policier ou gendarme, quelqu'un d'extérieur, c'est la voiture en fait qui fait le travail, et celui qui est titulaire du marché des radars n'est pas payé au nombre d'amendes, mais il a un forfait. Ça va être généralisé? Il y a une expérience qui aujourd'hui est généralisée en Normandie. Ensuite, cela dépendra. On va faire une étude de ce qu'auront donné les résultats. Mais peut-être effectivement que c'est une bonne mesure. Ça peut être une bonne mesure. Il paraît qu'il y a un problème sur l'appel d'offres. J'ai vu Anticor qui a déposé plainte. J'ai entendu dire ça, donc je vais regarder ce qu'est le marché. Moi, je suis prêt à regarder vraiment de très près, parce que la personne en plus, c'est le directeur de la sécurité routière, me semble être quelqu'un de parfaitement honnête, donc mais je vais regarder le problème. Est-il vrai
Nous allons apprendre, connaître aujourd'hui des mesures sur l'apprentissage. Est-il vrai que vous allez aider les apprentis majeurs pour passer leur permis de conduire? 500 € d'aide, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai que nous voulons donner tous les moyens de réussir aux jeunes, et en particulier que l'apprentissage nous semble une bonne méthode. Vous voyez, donc 500 € à chaque apprenti majeur pour passer son permis. C'est le Premier ministre qui prendra in fine la décision, mais elle est effectivement dans les mesures qui sont envisagées. Et qui vont être annoncées. Et qui pourraient être annoncées. Et qui vont être annoncées. Et qui pourraient être annoncées. Et bon, nous verrons si c'est pourrait ou si c'est vont. Moi, j'aime bien employer le présent, Gérard Collomb. La police de sécurité au quotidien. Donc, 30 quartiers prioritaires. On est bien d'accord. Hein? 30 quartiers prioritaires sur cette année. Oui. Donc 15 dès septembre, 15 autres en décembre. Et ensuite, sur le quinquennat, 60 au total. C'est-à-dire qu'il y en a encore 30 autres. Au fur et à mesure que les écoles de gardiens de la paix sortiront, on étendra pour aller jusqu'à 60. Et aujourd'hui, 20 départements pour la gendarmerie concernée. Bon, ça fait aujourd'hui, dans l'année, si j'ai bien compris, 450 à 900 policiers, c'est ça? Pour ces quartiers, c'est 600. 600 policiers. Et puis 500 gendarmes pour... 600 policiers, 500 gendarmes. Absolument. Nouveau. On est bien d'accord. Nouveau. Ce ne sont pas des redéploiements. Non. On crée pour le quinquennat. Non, parce que un certain nombre de vos confrères ont cru cela. Ce ne sont pas des redéploiements. Sur le quinquennat, nous créons 10 000 postes nouveaux, plus ceux qu'on va redéployer en embauchant des personnels administratifs, etc., etc. Bon. Que vont faire ces policiers dans ces quartiers prioritaires? Mais si vous voulez, tout ce que nous disons, c'est que nous voulons distinguer donc les différentes sortes de quartiers de délinquance, parce que évidemment, vous avez des choses totalement différentes. Vous n'avez pas la même chose quand vous êtes dans un quartier comme Trappes ou quand vous êtes dans une ville moyenne. La délinquance n'est pas la même. Et donc, nous voulons, sur les quartiers de reconquête républicaine, faire en sorte que le droit soit à nouveau respecté. Nous aurons un couple police-justice qui sera assez proche, de manière à ce que les sanctions deviennent effectives. Nous ferons la forfaitisation, c'est-à-dire taper tout de suite au porte-monnaie, et puis ensuite, éventuellement, judiciariser, c'est-à-dire mettre une amende qui sera de l'ordre de 200 €. 200 € d'amende, pourquoi? Si l'on commet quel type de délit? Les petits délits, c'est-à-dire par exemple trafic de cannabis, ou bien harcèlement sexuel, ou bien occupation sauvage et attitude agressive vis-à-vis de personnes. Voilà, c'est ces petits délits-là qui vont être sanctionnés. Ces petits délits du quotidien qui seront sanctionnés d'une amende de 200 €. Ceux qui gâchent la vie de nos concitoyens. Vous savez, dans ces cités, vous avez deux types de délinquance. Vous avez la délinquance, par exemple, autour des stupéfiants, cocaïne, héroïne, menée par des bandes puissantes. Puis vous avez toute une série de petits jeunes qui viennent là parce que, évidemment, ils sont entraînés dans des quartiers miséreux. Donc pour les uns, c'est la forfaitisation. Pour les autres, c'est effectivement des enquêtes et essayer de démanteler les réseaux. Ces policiers ou gendarmes, hein, parce que des gendarmes seront déployés dans 20 départements, ces policiers ou gendarmes auront à leur disposition des tablettes, des smartphones. Voilà, ils seront équipés, donc c'est en quelque sorte des caméras d'une brigade numérique, quoi. Mais si vous voulez, c'est effectivement faire entrer la police et la gendarmerie au 21e siècle. Jusqu'à présent, quand vous étiez policier, que vous contrôliez quelqu'un, vous étiez obligé d'appeler le commissariat pour savoir s'il était fiché quelque part. Là, vous l'avez directement sur votre tablette, et donc en l'espace de 2 minutes, vous pouvez savoir s'il est fiché au fichier TAGE, antécédent judiciaire, voire même au fichier de la radicalisation. Et donc en 2 minutes, le contrôle est terminé, ce qui va apaiser les contrôles qui sont menés par la police ou par la gendarmerie. Bien, dépôt de plainte en ligne bientôt? Oui. Est-ce que nous pourrons bientôt déposer plainte en ligne? Nous expérimentons aujourd'hui des pré-dépôts de plainte en ligne, et donc nous pensons que d'ici 1 an, on pourra effectivement déposer les plaintes en ligne. On déposera plainte en ligne d'ici 1 an. Bien. À Nice, il y a une expérience qui est tentée, la présence d'un policier municipal dans les établissements scolaires. Vous approuvez cette initiative?
Je crois qu'il vaut mieux développer déjà au sein des écoles les équipes anti-radicalisation, parce que c'est ça le vrai problème. Je ne sais pas ce que le policier apportera en plus. Bon, je connais la volonté de Christian Estrosi de développer la sécurité, et je dois dire, je l'approuve totalement. Moi, je suis allé visiter sa salle de vidéo protection, qui est absolument extraordinaire. Mais ce dont on a besoin au sein des établissements scolaires, c'est de lutter contre ceux qui se radicalisent, à la fois un certain nombre de jeunes et puis quelquefois de personnel administratif, voire, on l'a vu par le passé, un certain nombre de professeurs, même si évidemment ils sont minoritaires. Et pour les autres, il faut leur apprendre quel discours on doit tenir pour faire face à ces jeunes qui sont tentés par une idéologie radicale islamiste. Alors justement, oui, même si les radicaux islamistes ne sont pas nécessairement des immigrés, le projet de loi Asile-Immigration, présenté le 21 février, vous le présenterez le 21 février. Les demandeurs d'asile, un tiers accède au statut, on est bien d'accord, et les autres ? Ben, si vous voulez, il faut les renvoyer. Alors justement, ce que l'on veut faire dans la loi que l'on va présenter, c'est pouvoir examiner la situation des personnes qui arrivent en l'espace de 6 mois. En 6 mois, on saura si effectivement on donne l'asile ou bien s'il faut renvoyer les personnes. 6 mois, pas plus. 6 mois, pas plus. Et donc ensuite, on renvoie les personnes, et nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des pays d'où sont originaires ces personnes, de manière à pouvoir conclure des accords avec eux pour qu'ils puissent être renvoyés. Vous pourrez les renvoyer tous ? Absolument. Je vous rappelle déjà qu'en l'espace de 6 mois, nous avons augmenté de 17% sur l'année le nombre d'éloignements, et nous allons effectivement continuer à éloigner, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut dire à ces jeunes, vous voyez, c'est plutôt l'Afrique occidentale aujourd'hui qui est concernée, que leur avenir est chez eux et qu'on va les aider. Ou l'Albanie, moi je suis allé en Albanie il y a 4 mois, les autorités sont totalement d'accord, ils me disent c'est votre loi qui ne marche pas, justement, nous allons changer la loi. Et Rama est d'accord ? Il est d'accord. Il est d'accord. Edi Rama, c'est le président albanais. Absolument, et si vous voulez, donc... Nous avons commencé à renvoyer un certain nombre d'Albanais, et je n'ai jamais eu aucune difficulté. Ils ont même accepté qu'une brigade albanaise vienne en France pour regarder un peu la situation dans les lieux où il y avait beaucoup d'Albanais. Le délai de recours pour les demandeurs d'asile déboutés va-t-il passer d'1 mois à 15 jours ? Oui, dans la mesure, si vous voulez, où nous voulons accélérer les procédures, l'ensemble des délais seront raccourcis, mais en même temps... Donc d'1 mois à 15 jours. Oui, mais en même temps, nous allons donner des effectifs supplémentaires, à la fois à l'OFPRA, à la CNDA, c'est-à-dire à la Cour d'appel, dans les préfectures, de manière à ce qu'on puisse traiter plus vite les dossiers, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut 2 mois pour pouvoir aller dans une préfecture et déposer votre demande. Oui, partout, on va raccourcir les délais. Est-ce que la durée maximale de la rétention va passer à 90 jours ? Elle va passer à 90 jours. La moyenne en Europe est à peu près de 160. Pourquoi ? Parce que quelquefois, comme il faut des laissez-passer consulaires, on ne vous les donne pas dans les 90 jours, et donc vous ne pouvez pas renvoyer la personne, vous êtes obligé de la libérer. Est-ce que la philosophie de votre projet de loi, c'est l'immigration choisie ? Franchement. C'est, si vous voulez, permettre de faire que ceux qui sont victimes de persécution, du point de vue de leur origine ethnique, religieuse, ou bien pour des problèmes politiques, soient accueillis, mais que les migrants économiques soient effectivement renvoyés, et qu'on leur trouve un avenir chez eux. Quand le président débloque au Sénégal 200 millions d'euros, c'est pour cela. C'est pour que l'avenir soit là-bas, et que l'avenir ne soit pas forcément le mirage. Vous êtes ferme sur cette question. L'immigration va baisser en France ? Oui, l'immigration, enfin l'immigration va baisser. Aujourd'hui, on avait 100 000 demandes d'asile. Je veux effectivement qu'on en ait moins dans les prochaines années. Combien ? Vous avez un objectif ? Vous n'avez pas d'objectif, non. Vous savez, le mouvement est tout. Est-il vrai que dès le dépôt d'une demande d'asile, des cours de français automatiques seront donnés si vous voulez, à ceux qui demandent l'asile, c'est une discussion. Permis de travail, droit à la formation et même certaines prestations sociales. C'est vrai ou pas ?
Si vous voulez, c'est une discussion que l'on a avec les parlementaires, mais à partir du moment où on réduit à 6 mois, aujourd'hui, on comprend parce que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. À partir du moment où on réduit à 6 mois, moi je préfère que l'on concentre les moyens sur ceux qui vont rester en France. À cela, il faut donner plus de cours de français. Il faut leur permettre d'acquérir une situation professionnelle et donc une formation. Il faut concentrer donc un droit à la formation, un permis de travail, un droit à la formation. Pour ceux dont on pense a priori qu'ils vont s'installer, parce que quand vous venez d'une région... Mais dès le dépôt de la demande d'asile? Non, pas dès le dépôt. Mais ensuite, nous concentrerons. Aujourd'hui, vous devez avoir 200 heures, je crois, de cours. Ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut étendre ça. Vous n'avez pas le droit à la formation. Il faut donner la formation. Bref, il faut que les gens qui restent ici puissent avoir une chance de réussir en France. Pas qu'ils aillent grossir des quartiers en difficulté qui déjà ont tendance à se marginaliser. Moi, je veux une France de la réussite. Je ne veux pas une France de l'échec. 2 dernières questions. La première sur le renforcement de l'enseignement du fait religieux à l'école. Vous êtes favorable? Oui. À condition, si vous voulez, qu'il y ait effectivement... Comment peut-on renforcer l'enseignement du fait religieux à l'école? Tout simplement, il faut le traiter comme on traite l'ensemble des problèmes. Nous avons étudié la guerre des religions. Donc, Henri IV, on n'est pas obligé d'étudier les religions sous l'angle de la guerre, systématiquement. On peut les étudier avec une approche critique. Et donc, pas une approche religieuse, mais une approche critique des religions. Et c'est ce que veut faire mon collègue Blanquer. Et vous approuvez totalement? Et j'approuve totalement, parce que savoir ce qu'est la religion de l'autre et quelles sont les différences me semble quelque chose d'important. Quelles sont aussi les ressemblances? Parce qu'on voit bien que les religions monothéistes ont quand même un suivi dans l'histoire et des racines communes. Donc c'est intéressant d'apprendre cela aussi. Alors Gérard Collomb, je sais que vous êtes très attaché au fonctionnement des institutions. La réforme constitutionnelle que prépare le président de la République vous convient-elle? Je veux dire par là, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le texte, mais il est murmuré qu'on pourrait réduire le nombre de députés et sénateurs. Vous êtes favorable à cela? Oui, je pense que effectivement, on pourrait fonctionner avec moins de députés et de sénateurs, que c'est quelque chose qui d'ailleurs est attendu par le public, parce que on considère qu'aujourd'hui le coût de fonctionnement de nos institutions est un coût trop élevé. Donc réduire et faire en sorte qu'il y ait des gens plus, comment dirais-je, qu'il y ait des débats qui soient en tout cas plus engagés. Moi, j'admire la façon dont les choses se passent. Par exemple, aux communes. En Angleterre, on voit que le Premier ministre, là, il est vraiment face à face, quoi. Comme vous et moi. Et il y a du donc, monde, je trouve que c'est bien. Il y a du monde. Il y a du monde, mais c'est plus direct. Gérard Collomb. Et le non-cumul dans le temps? Pas plus de 3 mandats consécutifs. Qu'en pensez-vous? Ah, ça, à mon avis, si vous voulez, pour les élus locaux, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je vous parle des grands élus. Je vous parle des sénateurs, des députés, des maires de très grandes villes. Écoutez, moi, j'ai toujours pensé que c'était l'électeur qui, d'une certaine manière, était maître et qu'il avait le droit d'enlever l'élu qui ne lui convenait pas. Après, le temps en particulier pour une ville, c'est un temps long. Vous ne faites pas en un mandat. Donc vous n'êtes pas favorable à cette mesure? Je me rallierai à des mesures, mais on connaît le fond de ma pensée là-dessus. Donc vous n'êtes pas favorable à cette mesure? On voit par exemple que sur le cumul des mandats contre laquelle j'étais, aujourd'hui, ça pose des difficultés, parce que au niveau du Sénat, par exemple, qui est censé représenter les élus locaux, vous n'avez plus d'élus locaux. Vous en avez des anciens élus locaux, mais vous n'en avez plus avec qui vous pouvez discuter. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a créé la Conférence nationale des territoires, pour pouvoir justement trouver un lieu de dialogue entre le gouvernement et ses élus. Donc vous n'êtes pas favorable à ce non-cumul? Par contre, dans le temps. Maintenant, c'est fait, on n'y reviendra plus. Mais par contre, une réforme comme celle du CESE, ouvrir un peu, est quelque chose qui me semble bon, parce qu'aujourd'hui, on a une institution qui ne correspond plus à notre société. Oui, il faut avancer sur les réformes. Moi, réduire le nombre de parlementaires, j'y suis totalement favorable. Faire ensuite qu'on ait des réformes qui marchent mieux et qui fassent mieux fonctionner, qu'on ne passe pas son temps en réunion, mais qu'on fasse avancer les lois, oui, c'est nécessaire.
faire. Oui, mais le mandat dans le temps, on n'y touche pas. 3 ans, mandat dans le 3 mandats. C'est le président de la République qui indique. J'ai compris, oui. Oui, vous suivrez même si vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, j'ai déjà suivi par le passé, alors que sur le cumul des mandats, nous avions un léger désaccord. 8h56, merci d'être venu nous voir. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Vous êtes sur RMC et BFM TV.